Bon, bonjour, je vais reprendre la parole. Je vais essayer d'être assez rapide. On a perdu, enfin, on est un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Ma communication va surtout être axée sur des détails techniques, des détails architecturaux de tout ce que l'on peut trouver à l'heure actuelle dans les recherches modernes. Suite à une méthodologie assez récente qui a été mise en œuvre notamment par Luc Laporte sur ses fouilles sur l'immense tumulus de Prissé-la-Charrière dans les Deux-Sèvres, qui est l'archéologie du bâti adaptée au mégalithisme. Et du coup, cette nouvelle méthodologie d'observation dans nos fouilles nous permet de mieux appréhender la biographie, l'histoire de chaque monument et de tous les détails architecturaux que l'on est capable à l'heure actuelle de voir, de repérer, d'analyser. Et il est vrai que dans ces architectures se cumulent à la fois ce que j'appellerais l'architectonique, tous les détails architecturaux, mais également tout ce qui a trait au symbolisme qui est souvent associé dans ces sépultures ou dans ces sites de pierre dressée. Et c'est souvent ce qui est le plus difficile à décoder, évidemment. Je commencerai par cet ensemble mégalithique et dont les fouilles se sont déroulées jusqu'à 2021 en Charente, sur un tumulus assez allongé dans lequel se trouvent 2 dolmens. Et le but de la fouille, c'était évidemment d'en connaître un peu plus sur cette histoire architecturale avec cette nouvelle méthodologie d'observation, avec dans un premier temps un décapage de surface, ce que j'appellerais une lecture horizontale, c'est-à-dire décaper entièrement les masses tumulaires qui entourent ces dolmens, qui avaient été déjà fouillés anciennement en 1860. D'ailleurs, à ce titre, tout ce qui était dans le monument a été rejeté à l'arrière des orthostates, des pierres qui constituent l'architecture du monument. Et c'est vrai que tous les corps, tous les os, tout ça a été retrouvé, empilé, certes, en tas, mais à l'arrière des monuments, ce qui va nous permettre sans doute d'avoir quelques datations ou des données en paléogénétique. Toujours est-il que voici ce premier décapage. Donc ce décapage horizontal permet d'avoir une bonne vision, une bonne vue de l'ensemble de cette architecture très complexe et de mettre en évidence le phasage architectural de ce monument à l'histoire aussi complexe, dont l'espace-temps, évidemment, reste à déterminer, puisqu'on n'a pas forcément de datation précise sur toute cette chronologie architecturale. Au moins une chronologie relative. On sait quel morceau du monument a été construit avant l'autre ou après l'autre. On a cette méthodologie d'archéologie du bâti sur cette lecture horizontale est complétée par une lecture verticale de tous les murs, de toutes les parties construites, afin de mieux connaître finalement comment ces bâtisseurs, ces maçons, ces spécialistes un petit peu de l'architecture ont procédé pour construire ces architectures monumentales, avec probablement un projet architectural déjà prévu de plus ou moins longue date. Toujours est-il que c'est un réel savoir-faire qui a été mis en œuvre dans la construction de ces monuments, avec des fois des détails architecturaux qui sont très surprenants. Vous voyez que le muret qui entoure l'espace sépulcral n'est pas forcément, les murets ne sont pas forcément parallèles aux parois, mais je n'en doute pas que tout ça n'est pas le fait du hasard. Après, il faut comprendre un petit peu comment tout ça a été construit. On a eu la chance de trouver sur ce site, vous voyez ce trait rouge qui se prolonge à l'arrière du monument, un autre mur qui est complètement dans l'axe du couloir d'accès et qui a servi de base à la construction, à la mise en place de ces premiers éléments architecturaux une fois l'espace sépulcral construit. C'est assez rare de trouver ça en place. Et la lecture architecturale que l'on peut avoir de ces sites, à la fois verticale et horizontale, permet de déterminer toutes les sections, toutes les épaisseurs de murs qui ont été construites, les uns par-dessus les autres, et tous ces
paquets, là en l'occurrence ce sont des paquets de blocs qui sont mis les uns à côté des autres et qui nous permet de proposer cette mise en œuvre de cette masse tumulaire autour de cet espace sépulcral. Cette fouille a permis aussi, alors on va vraiment au fond des choses, à la fois on conserve l'architecture principale des monuments, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de les détruire, on les conserve, mais on va voir un peu plus profondément dans les masses tumulaires s'il n'y a pas des détails architecturaux beaucoup plus anciens ou s'il n'y a pas des détails de construction qui pourraient nous échapper. Donc effectivement pour ce monument-là, pour cette partie est du tumulus, on s'est rendu compte qu'il y avait il y a plusieurs phases, mais ces phases étaient consolidées par l'apport de gros blocs qui permettent de consolider et d'asseoir une architecture pérenne dans le temps avec de très gros blocs. Et si on n'était pas allé voir à l'intérieur de cette masse tumulaire, on n'aurait jamais vu cette méthode de construction. Donc voilà, il y a toute une ingénierie mise en place pour que ce monument perdure dans le temps. Il a malheureusement été rasé probablement à l'époque romaine. N'empêche que ce sont des architectures qui sont faites pour durer des millénaires. L'autre monument qui a été construit dans une phase ultérieure propose une architecture un petit peu différente. À la fois, vous avez sur la gauche différents parements, hein, c'est comme ça qu'on appelle ces murets en pierre sèche qui sont construits, qui permettent de retenir la masse tumulaire, et une succession après de constructions autour de l'espace sépulcral, à la fois ce que l'on appelle des renforts qui viennent consolider un petit peu l'architecture de la sépulture centrale, mais qui ne vont pas forcément jusqu'en haut de cette construction monumentale, et un système alvéolaire qui est venu consolider la partie nord du monument, et sur la partie sud, on va le voir un peu plus tard, mais une autre construction bien originale. Donc c'est vrai que cette lecture horizontale et verticale permet de déceler tout un système de construction que l'on ne va pas forcément voir si l'on ne démonte pas le monument, du moins dans les parties de comblement de cette masse tumulaire. Bon, on a pu mettre aussi en évidence, vous voyez en vert, tout un système de blocage des parois. Et voilà, ce sont des détails encore qui sont vraiment très, très intéressants. Vous avez également une cellule latérale qui a été construite dans un second temps entre les deux monuments et un comblement qui est venu s'inscrire entre ces deux phases de construction. Chose originale, je vous parlais après, tout à l'heure de l'architecture mais également du symbolisme, et dans la masse tumulaire, on s'est aperçu dans le rond jaune qu'il y avait quelque chose de construit en petites plaquettes avec une minutie incroyable. Et on s'est demandé si c'était une incursion postérieure ou c'était quelque chose qui a été construit en même temps que la masse tumulaire. Et on s'est rendu compte que finalement, toute cette construction a été mise en place en même temps que la masse tumulaire. Et on s'est demandé est-ce qu'il y a une sépulture intérieure ou pas. Et en démontant, on s'est aperçu qu'il y avait une petite fosse qui était vraiment creusée dans le substrat, dans laquelle ont été déposées de l'hématite. Ce sont des petites roches ferrugineuses et qui sont aptes, après les analyses, à éventuellement, une fois pilées, à nous proposer éventuellement l'utilisation de la peinture rouge dans les monuments mégalithiques. Voilà, donc c'est un dépôt purement symbolique. Ces petits nodules, on les trouve sur les terrains de substrat calcaire. Ils ont été ramassés par ces bâtisseurs et ils ont été quelque part sacralisés, c'est peut-être un grand mot, mais c'est quand même une architecture construite en même temps que ce projet architectural. D'autres nodules de ce type ont été trouvés dans des fouilles anciennes à l'intérieur des sépultures dans la région. Alors, donc voici un petit peu l'ensemble de ce monument avec tous ces détails architecturaux, et on se rend compte que la partie à droite n'a pas tout à fait les mêmes critères architectoniques que la partie gauche. On sait que la construction a été différée, mais on n'a pas de données sur cet espace-temps, hein, sur cette chronologie. On s'est quand même aperçu que ici, il y a un mur qui traverse complètement de part en part ce tumulus. Ça veut dire que cette partie gauche, ce dolmen B, a été construit dans une phase ultérieure,
N'empêche que le projet architectural définitif nous montre un esthétisme assez abouti, et la forme trapézoïdale un petit peu de ce monument rappelle bien de nombreux monuments allongés. Donc ici, vous avez un détail de ces bouchons de fermeture des entrées des sépultures, avec à la fois des murets en pierre sèche qui se trouvent dans la continuité des parements, hein, qui occultaient complètement l'entrée de ces monuments, et un bouchon de pierre qui est déposé devant ces entrées. Donc voici les phases de construction que l'on a pu mettre en évidence. Vous avez d'abord en bleu toute cette phase 1 de construction de ce dolmen A, avec ces différents modules, ces différentes unités de construction. Une phase en jaune qui est peut-être ou pas contemporaine, qui est venue consolider cette partie est du monument. Alors pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est pour l'amener d'une éventuelle dalle de couverture? C'est possible. Ce sont des renforts que l'on rencontre dans bien des monuments, et des fois on se pose la question de leur utilité. Et ensuite une autre phase qui est en vert, qui est voilà, cette phase terminale de mise en œuvre pour ce projet du dolmen A. Et toute cette phase après 4, tout ce qui est en orange et rouge a été construit, semble-t-il, d'un seul tenant. Donc on a véritablement 3 projets de construction. Il y a eu la phase bleue, la phase verte avec un allongement du couloir d'accès, la phase jaune qui est peut-être contemporaine de la phase bleue. Alors l'espace-temps entre toutes ces constructions, on ne la connaît pas. Et cette phase 4 qui nous donne un projet architectural trapézoïdal très, très abouti dans son esthétisme. On va passer au tumulus sur une opération qui est assez récente aussi, de 2020, sur un des longs tumulus qu'on appelle le site du Dognon, le tumulus de Petit Dognon, sur l'ensemble assez exceptionnel des tumulus de Tusson en Charente. D'ailleurs, celui qui est ici, je pense qu'il est parmi les plus hauts d'Europe. Et que ces tumulus allongés, on en trouve du sud Normandie, en Charente, en Bretagne, on en trouve un peu partout. Ce sont des monuments gigantesques, et dans les Deux-Sèvres également. Donc on est intervenu sur une ancienne tranchée qui avait été réalisée au XIXe siècle par un agriculteur du coin qui voulait ne pas perdre de temps pour faire le tour du tumulus. Donc il a décidé de percer ce monument, peut-être également pour chercher un peu ce qu'il y avait à l'intérieur, et il a créé un chemin avec également un muret en pierre sèche. Et du coup, la commande de l'État, et il y aura une communication sur le sujet, a été de nous demander, via aussi le laboratoire Traces de Toulouse, de réaliser des coupes, des coupes rafraîchies un petit peu de cette tranchée, pour à la fois montrer un petit peu l'architecture de ce monument à cet endroit précis, et de proposer un projet de valorisation de ces fouilles. Donc là, vous avez toute la tranchée du chemin du 19e qui a été retrouvée. Vous l'avez en bleu sur la photo de droite, et en rouge l''impact réel de nos travaux sur l'architecture elle-même. Les résultats sont assez spectaculaires et très, très difficiles aussi à interpréter, puisqu'il ne s'agit que de 2 coupes à un endroit précis dans un monument hyper complexe, très complexe, à la biographie ou à l'histoire aussi très compliquée. Il a fallu quand même essayer de voir comment ce monument a été construit. Donc plein de modules de construction ont été mis à jour, avec différents niveaux de construction dans la masse tumulaire. Tout n'a pas été construit en même temps, au même moment, évidemment. Il faudra fouiller pendant 20-25 ans ce type de sépulture pour en connaître réellement toute l'histoire. Toujours est-il qu'on a des détails architecturaux intéressants, avec, comme vous le voyez sur la droite, plein de petits modules construits, qui sont ni plus ni moins que des alvéoles dans lesquels ont été remplis de cailloux, mais pas disposés n'importe comment. On a un blocage dans chaque alvéole. Ce qui diffère un peu, par exemple, du tumulus de Priscilla-Charrière, c'est que ces alvéoles ne sont pas remplis de terre ou de cailloutis, mais que de dalles
vraiment des dalles vraiment très bien aménagées, très bien construites, très bien agencées. Et on a pu reconstituer un petit peu la méthode de construction de ce monument avec ces modules construits les uns à côté des autres, un axe central, une arête centrale dans ce monument qui est construit un petit peu en arête de poisson avec des renforts un petit peu en L. Et à l'intérieur de ces arêtes de poisson, un système alvéolaire rempli de dalles qui sont un peu autobloquantes les unes par rapport aux autres. Alors évidemment, la partie qu'on voit au-dessus, à droite, on sent qu'il y a les alvéoles ne sont pas tournés dans le même sens, donc il y a une reprise architecturale à cet endroit-là. Mais ce n'était pas le but d'expliquer toute l'histoire de ce monument, c'était montrer ces détails architecturaux. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut reconstituer dans ce sens de construction de ces différents modules et construits les uns sur les autres de l'extérieur vers l'intérieur, avec la mise en place de ces arêtes de poisson avec un axe central, un axe que l'on retrouve souvent dans ce type de monument, et des parements externes, des chemisages même, et une banquette même extérieure qui a été décelée. Donc voilà un petit peu une vue zénitale de ce chantier de fouilles. Et ce travail minutieux, parfois dangereux, de détourage de chaque pierre pour vraiment avoir une bonne visibilité et lisibilité de cette architecture. Donc voilà, vous avez en bas à gauche ce fameux tumulus de Priscilla-Charrière qui correspond aussi à ces longs tumulus allongés à l'histoire complexe, avec une histoire architecturale compliquée, avec différents sites qui se sont succédés dans le temps. Et à un moment donné, ces monuments ont été recouverts d'une grande masse tumulaire. Luc nous en parlera peut-être cet après-midi. Mais je fais toujours cette relation entre la maison des morts et les maisons des vivants, qui souvent retrouvent certaines analogies. Le site de la nécropole de Quibi, que vous aurez la chance de visiter demain matin, vous aurez toutes les explications complémentaires. Deux architectures qui sont en cours de fouille depuis 2018, qui se situent sur la nécropole de 95 sites mégalithiques de Quibi, le bois de la tombe en breton. Je voulais vous montrer ceci, c'est un dolmen à couloir, comme il y en a tant dans le Morbihan, mais ailleurs, et cette lecture horizontale et verticale que l'on met en œuvre dans l'étude de ces architectures permettent de mettre en évidence une succession de constructions, d'agrandissements, d'accrescences de ces dolmens à couloir que l'on a pu retrouver grâce à des bouchons de fermeture. Enfin, voilà, il y a au moins 4 phases de construction sur ce monument, et on sait maintenant, à force d'observer ces dolmens à couloir, que la plupart d'entre eux ont connu une histoire architecturale très complexe. Le monument qui se situe à côté, on le verra demain sur place, lui par contre semble à phase unique. Mais l'étude n'est pas encore terminée. Donc la partie orange, rouge et bleu, c'est une phase architecturale. La partie en fuchsia, c'est une autre. La partie verte, c'est une autre. Et on a également, là vous avez ce monument encore avec la masse tumulaire assez intacte. À l'intérieur, tout un système de pierres dressées qui entoure l'espace sépulcral et une stèle anthropomorphe. Les analyses sont en cours, des analyses OSL, je vous passe les détails techniques pour voir si on peut avoir une date. La base de cette stèle est un tout petit peu plus profonde que la base des autres orthostates qui entourent le monument. Peut-être une phase plus ancienne, c'est tout l'objectif un peu de nos recherches, c'est d'essayer de démontrer ou de montrer qu'il y a éventuellement une phase plus ancienne qui est matérialisée par le démontage de tout le sol, de l'enlèvement de la dalle de fond de la sépulture et du démontage du couloir d'accès. On s'est aperçu que dessous, on a 2 pierres dressées décapitées qui se trouvent à la fois sous le dallage, mais également juste à l'entrée de la face 1 de ce monument. Donc, est-ce que l'on a une phase ancienne ici de construction, de présence d'une file de pierres dressées? Voilà ce type de renseignements que l'on trouve quand on va vraiment au cœur de ces monuments. La dalle de sol, c'est l'élément primaire de construction qui a été mis en place, qui a été calé dessous.
Et là, vous avez le phasage architectural avec cette phase, alors peut-être une phase 1 de cette stèle anthropomorphe, je dis bien peut-être, ce n'est pas encore avéré. Cette phase de construction primaire avec même un mur interne qui entoure l'espace sépulcral sur laquelle devait reposer la dalle de couverture. La phase 2 avec ce parement 3 plus un bouchon de fermeture. À chaque fois, on a retrouvé les bouchons de fermeture. Et une dernière phase plus monumentale avec une entrée assez gigantesque de 2 pierres dressées. C'est la phase terminale de ce monument. Donc c'est vrai que la lecture que l'on peut avoir de ces monuments à l'heure actuelle, c'est toujours la phase finale. Donc ça interroge des fois sur une certaine terminologie ou typologie de ces monuments qui ont pour la plupart fait l'objet de projets architecturaux consécutifs. Donc au niveau des pierres dressées à l'intérieur de cet espace sépulcral, beaucoup ont été cassées, mais on s'aperçoit que l'on a des petites dalles qui ont été bouchardées, travaillées, d'autres moins, d'autres qui sont très fines, une stèle anthropomorphe. C'est réellement toutes ces pierres qui entourent cet espace sépulcral, un décor, une mise en scène de pierres dressées qui n'ont aucun rôle architectonique de retenue des matériaux, mais qui sont là pour décorer l'intérieur de la chambre. Alors, peut-être que certaines d'entre elles avaient des peintures, comme on le sait maintenant, et avec cette stèle anthropomorphe, au pied de laquelle on a trouvé ce dépôt de céramique conservé. Les analyses de lipides à l'intérieur ont montré que dans ces bols, on servi au contenant des matières grasses, peut-être des produits lactés, de la cire d'abeille et des herbes qui ont été déposées comme dernier repas pour l'éternité au pied de cette image des ancêtres et probablement pour les défunts. Toute une étude est en cours à l'heure actuelle sur ce dépôt très particulier. Je note aussi, je montre dans notre monument aussi, peut-être une des premières statues menhirs. Gigelot dira peut-être ce qu'il en pense, probablement proto-historique, sur une réappropriation du tumulus pendant la période de l'âge du bronze. Et on a cette stèle avec deux yeux ou une paire de seins dessinés, une petite chevelure, un ceinturon ici avec une partie centrale très rouge. Dans les analyses en cours, pour voir si c'est vraiment de la peinture, mais c'est une pièce exceptionnelle, je vous rassure, elle n'est plus sur le site, elle a été mise à l'écart et elle fera l'objet d'une étude beaucoup plus approfondie. Je parlais tout à l'heure de ce décor interne des pierres dressées autour des espaces sépulcraux. J'avais clairement démontré dans la thèse que j'avais soutenue la transposition de ce monde des vivants, des pierres dressées, dans le monde des morts. Et c'est vrai que l'on retrouve ces mises en scène à une échelle plus réduite. Toutes ces pierres dressées qui sont dans les espaces sépulcraux sont sensiblement de la même forme, de la même mise en scène de ce que l'on peut voir dans les pierres dressées des alignements que l'on peut encore observer. J'insiste peut-être lourdement sur ça c'est un autre monument, celui qui a été couvert de peinture, c'est celui-là, qui a fait l'objet aussi de multiples phases de construction. Mais j'insiste sur tous ces dolmens qui sont dans notre territoire et qui ont fait l'objet de plusieurs projets successifs. Et ça, c'est intéressant et important à retenir. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mon dernier best-seller qui vient de paraître, que je me tiens à votre disposition si jamais vous êtes intéressé, qui traite de l'ensemble de ces architectures mégalithiques du département du Morbihan. Donc, pour conclure, l'archéologie du bâti, c'est une méthodologie assez récente qui nous apporte une meilleure vision des projets architecturaux. On ne peut plus s'en passer, on ne peut plus fouiller de monuments sans adopter cette nouvelle méthode. Donc je l'ai dit, pour chaque projet, il y a une part architectonique et une part symbolique, qui est souvent la plus difficile à décoder. On se rend compte qu'il y a vraiment un réel savoir-faire, un travail spécialisé de maçons. C'est pas n'importe qui pouvait mettre en œuvre ces projets architecturaux. Une grande diversité dans les projets architecturaux.
C'est vrai, il y a un polymorphisme énorme, mais il y a également une très grande diversité dans la mise en œuvre au sein de chaque sépulture, de chaque architecture, de chaque masse tumulaire. Et là, c'est assez intéressant. Beaucoup de monuments évolutifs dans le temps. Après, quelle typologie, terminologie adaptée, c'est l'objet de ces rencontres, de ces échanges qui permettent aussi de figer un peu plus dans le temps toutes ces questions. Et on se doit de montrer, de préserver, de transmettre. On est là aussi pour ça. On se garde ça pour nous, ça ne nous appartient pas. Et pour le site de Quibi, on va sans doute avoir un projet de restauration à venir sur un chantier dédié à la pierre sèche avec beaucoup d'acteurs et de collaborateurs. Voilà, je vous remercie.